Fin de match, quelle fin de saison! Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Amateurs du noble art, bonsoir, bienvenue à l'Agora de Saint-Avold. Nous sommes sur Moselle TV pour une grande soirée de boxe qui verra pour le main event Flora Pili briguer la ceinture WBO internationale face à une Vénézuélienne, Diana Rodriguez. Avant cela, il y aura deux combats professionnels qui nous attendent, deux professionnels masculins. On va en reparler, mais tout d'abord, je dois forcément introduire la personne qui va commenter avec moi ce soir. Il s'agit du président de la Fédération française de boxe, Dominique Nato. Merci d'être avec nous. Bonsoir, mais il n'y a pas de problème. Je ne pouvais pas refuser à Madame Pili, la présidente, de venir gracieusement commenter ce match. C'est un vrai plaisir, voilà, vous l'avez dit, c'est une soirée que vous venez commenter gracieusement. C'est un vrai plaisir de vous avoir. C'est une belle amitié que vous faites aussi à Flora Pili. On va la retrouver forcément dans quelques instants. Il va y avoir deux combats. Le premier, il sera dans quelques instants. Il verra Rahir Chaverdian face à Otto Gamez. Ce sera un combat des 61 kilos qui se jouera en 8 reprises de 3 minutes. Pour le moment, la salle est en train gentiment de se remplir au niveau de l'Agora. Elle va continuer à le faire jusqu'au main event, c'est certain. Et il y aura une belle ambiance. On se souvient l'année dernière du combat de Flora Pili pour la ceinture EBU qui avait réuni énormément de monde ici à Saint-Avold. Pour le moment, on a pu assister à quelques combats des juniors, des cadets, des seniors, parfois même un petit peu débutants et d'autres plus confirmés. On a déjà vu de belles choses, c'est un peu la relève qui se déroule sous nos yeux depuis 18h. Belle soirée de boxe, on a vu effectivement des jeunes talents prometteurs, donc très engagés. On a vu des combats de juniors où l'agressivité était mise en avant. Mais on avait aussi des très bons techniciens, donc c'est la relève, comme vous le dites. On sort d'une Olympiade, on se tourne déjà vers Los Angeles en espérant que la boxe restera au programme olympique. Et là, on a vu des jeunes prometteurs. Ouais, on a vu de belles choses, on va continuer à en voir forcément, alors avec un aspect beaucoup plus professionnel. On va certainement voir un petit peu plus de tactique. On a des profils très différents dans les trois combats qui nous attendent. Mais forcément, ce sera des combats importants, intéressants. Ce premier combat entre Rahir Chaverdian et Otto Gamez, c'est un combat entre deux profils aussi qui sont différents. Rahir Chaverdian, il a 4 combats à son actif, ce sera son 5e ce soir. Il sera opposé à quelqu'un d'un petit peu plus chevronné qui a une trentaine de combats à son actif. Ça ne veut rien dire puisque Rahir Chaverdian a aussi un parcours amateur. Il a parcouru un petit peu le monde aussi en tant qu'amateur pour faire des combats. Il est allé en Ukraine à une certaine époque, il est allé en Biélorussie, il est allé dans pas mal de pays de l'Est. Il a un petit bagage déjà lui aussi. Désormais, il est pensionnaire du club de Forbach avec la volonté de bien faire. Voilà, ça va être assez intéressant de voir ce premier combat international entre ces deux personnalités différentes. Rahir Chaverdian, il fait partie de l'école arménienne qui a produit de grands champions. Donc il a une expérience internationale chez les amateurs. Donc ça compense un peu le manque d'expérience et de palmarès face à son adversaire. Otto Gamez qui lui a 34 combats, donc plus d'expérience, mais la fraîcheur peut-être au bénéfice de Chaverdian. Donc on va voir comment que ça se présente. Ce combat est intéressant sur le papier. Otto Gamez a été champion IBA il y a quelques années. Ça peut vouloir dire quelque chose, un combattant comme ça qui a déjà tenu une ceinture, qui a déjà été à ce niveau de compétition, ou tout simplement c'est aussi la réalité d'un combat, d'une soirée comme ici à l'Agora qui va dicter le rythme de ce combat. C'est un garçon d'expérience qui servira de toute façon à Chaverdian pour passer les étapes et s'élever dans la hiérarchie au niveau français. Donc ça peut, de toute façon, c'est au contact des meilleurs qu'on arrive à progresser, que ce soit en amateur et que ce soit également chez les professionnels. Alors, ce sont des garçons avec un gabarit particulier. On a tendance à voir à la télé des poids lourds, des grands gaillards bien costauds, etc. Là, on est dans la catégorie des 61 kilos. On peut s'attendre à un combat peut-être vif, tactique peut-être, plus que dans la puissance et dans l'énergie qu'on peut voir parfois sur certains combats des plus lourds. C'est ce qui fait le charme de notre discipline, c'est que
il y a énormément de catégories et il y en a pour tout le monde. Donc effectivement, les poids légers, léger, super léger, c'est les catégories où ça va vite, où ça peut être puissant. Donc Rahir Chaverdian, je l'ai vu boxer à plusieurs reprises, c'est un garçon de l'avenir. Donc là, on va voir un style d'opposition assez intéressant à observer. Il semblerait que les boxeurs soient prêts à rentrer sur le ring. C'est le moment très attendu forcément du début des combats professionnels. Et le voici Otto Gamez qui s'avance. Otto Gamez qui est vénézuélien mais qui a effectué une grande partie de sa carrière en Espagne. Il s'entraîne du côté de Barcelone, il me semble. Absolument. Donc il a une grosse expérience acquise sur les rings européens et mondiaux. Donc en culotte jaune, avec un petit peu de froufrou, ça fait aussi partie du folklore de la boxe. C'est un candidat assez sérieux, on l'a dit. On peut éventuellement voir la fiche des deux combattants qui va apparaître sur vos écrans. Alors il n'y a pas une grande différence d'âge entre les deux hommes, mais en tout cas il y a une différence en termes de combat professionnel. Voilà, 27 ans contre 28 ans, un Arménien, un Vénézuélien. Un qui revient de Forbach, un autre qui représente le Venezuela bien sûr. 4 victoires pour Rahir Chaverdian, 23 victoires, 11 défaites pour Otto Gamez. Et Rahir Chaverdian qui va arriver sur le ring à son tour pour ce combat. Tandis que Otto Gamez est en train de faire ses préparatifs. Il y a une grosse différence de combat entre les deux, mais ce qu'il faut dire, c'est que Rahir Chaverdian a effectué une grosse expérience chez les amateurs, où il a effectué des compétitions au plus haut niveau, mondial, européen et mondial. Et il a beaucoup voyagé, donc une salle ou une autre, une ambiance ou une autre, c'est des choses qui ne sont plus forcément palpables pour lui, puisqu'il a cette expérience-là du combat. Et l'organisation de ce soir lui fait un peu les honneurs du combattant à la maison. Un peu plus de temps pour rentrer. On a fait monter la musique un petit peu pour monter la tension. De son côté, Otto Gamez est avec son coach. Les derniers préparatifs. Et le voici, l'Arménien qui monte sur le ring, qui s'avance en tout cas. Gants blancs, short blanc, et il est acclamé comme tout combattant qui combat quasiment à la maison, puisque Forbach Saint-Avold, les supporters n'ont pas eu beaucoup de route à faire pour venir le voir. Chaverdian fait partie de la communauté arménienne et avec une école de boxe de très haut niveau. Donc il y a toujours eu des Arméniens au plus haut niveau, que ce soit en France ou chez eux au niveau international. Je le répète, ce combat se joue dans la catégorie des 61 kg. 8 reprises de 3 minutes nous attendent. Les deux hommes sont quasiment prêts. Et vont s'avancer pour un dernier échange avec l'arbitre. Morphologie un petit peu différente, plus longiligne chez Gamez, donc plus rablé, plus musculeux chez Chaverdian. On va pouvoir observer comment les deux hommes utilisent ces morphologies différentes. Chaverdian effectivement qui est un petit peu plus petit, qui va devoir bien gérer la distance avec son adversaire. La présence également du président de la Fédération française de boxe avec nous, Dominique Narto, et nous allons partir sur ce combat. Des instants avant le combat, l'arbitre est vigilant pour que tout soit prêt. L'arbitre, monsieur Kilik. Et vous avez entendu la cloche, c'est parti pour ce combat, le premier combat professionnel de la soirée. On voit chez Otto Gamez cette notion de déplacement qu'on trouve chez les Sud-Américains, donc pour se mettre hors de portée. Et puis la physionomie du match se résume à ce qu'on commence à voir. Chaverdian qui va essayer de s'approcher et Gamez qui va essayer lui d'éviter le contact. Et l'arbitre qui intervient pour la première fois pour écarter les deux hommes, et c'est reparti déjà.
Pour le moment, c'est Chaverdian qui a le contrôle du ring. Il a amené son adversaire en direction des cordes. Chaverdian a une boxe plus agressive, pour l'avoir vu combattre à 2 reprises, c'est quelqu'un qui va essayer d'emballer le match, qui va essayer d'amener le combat à mi-distance. Là, il l'a mis dans le coin, les premiers coups qui partent. Gamez qui est obligé d'esquiver et qui se saisit. Dans l'obstruction, là, il bloque l'adversaire, donc pour éviter d'avoir des séries trop longues. On sent une différence de puissance entre les deux boxeurs, malgré tout. Toujours ce contrôle hein, du ring par Chaverdian. Encore une droite qui passe. Et Gamez qui semble en difficulté, donc qui est obligé de bloquer le bras de son adversaire. On le voit bien, l'arbitre est à l'opposé. Le fait qu'il avance avec son centre de gravité plus bas l'amène en position idéale. Voilà, il enchaîne des 2 mains. Et une vraie domination pour le moment. De Gamez qui a du mal à trouver le bon rythme, la bonne distance. Il se fait imposer tout cela par son adversaire du jour. Et ça paye, là il est quasiment à nouveau dans le coin. Il coupe la distance et il essaye d'enchaîner à mi-distance. Des bons coups qui sont passés. Ah, ça passe, ça fait mal. Il est obligé de neutraliser l'adversaire de manière à la limite de la régularité. On voit bien Chaverdian qui gère son souffle également. Il prend bien les attaques quand elles sont possibles. Il n'attaque pas pour rien, il ne souffle pas pour rien. Et quand il accélère, ça pique tout de suite. Ça on fait le voit. mal. Il y a beaucoup plus d'explosivité. Et au sol. La série a fait très mal. Ouais. Heureusement que c'est la fin du round. Ouais, ce premier knockdown, il est compté. Voilà, il se relève juste comme il faut pour ne pas être arrêté. Et c'est la fin du round. On a vu une vraie domination là de Chaverdian, qui a dicté le rythme, qui a dicté le contrôle du ring et qui a tout simplement dicté avec les points également, puisqu'il a mis des coups qui sont bien passés et qui ont fait mal à Otto Gamez. Les coups de Chaverdian sont beaucoup plus percutants, donc Gamez aura du mal à maintenir à distance son adversaire, et à mi-distance il est quasiment en danger permanent. Et puis cette puissance de toute façon qui dicte le jeu. Parce que Otto Gamez a touché aussi, mais pas suffisamment puissamment pour déstabiliser Chaverdian. Et forcément, bien, Chaverdian il a tout simplement continué à avancer, à avancer, à avancer. Et c'est un boxeur qui avance, et bien ça finit par intimider, ça finit par faire des dégâts. Il lui a fait très mal. Il lui a fait très mal sur les coups au corps, sur ses enchaînements corps-face. Et là, la première reprise, donc c'est Chaverdian qui l'emporte avec 2 points d'écart, puisque le décompte enlève 1 point à Gamez. Toujours la même physionomie. Gamez qui essaye d'éviter le contact, mais qui s'enferme, qui va s'enfermer tout seul dans les cordes. Ouais, c'est presque surprenant parce qu'il a commencé le round, il était déjà dans les cordes, il n'a même pas eu besoin que Chaverdian approche. Ah, ça devient une proie facile pour Chaverdian. Donc. Il est certainement en train de récupérer aussi de ce knockdown. Il a pris quelques coups assez vilains qui l'ont emmené au sol à la fin de la reprise. Et là on voit qu'il est dans le dur, il encaisse. Là il est en garde retournée, Chaverdian. Donc il alterne gaucher et droitier pour travailler au corps. C'est fort intelligent. À ce stade ça devient presque un jeu d'enfant. Il est beaucoup plus tranchant, Chaverdian. On sent qu'il est en début de carrière, qu'il a moins d'expérience, mais que voilà, il s'est remis en gaucher. Donc ça perturbe forcément Gamez qui il cherche à travailler au corps. Hein, donc on voit qu'il enchaîne corps et face. Et là il est touché encore. Il varie les coups. Ça va être de plus en plus compliqué pour Otto Gamez. On voit mal comment ce combat peut aller à la limite. Sincèrement, on n'en est qu'à la 2e reprise et Gamez est déjà très éprouvé.
Alors on voit que Chaverdian met de l'énergie et avec l'énergie viennent parfois des coups un petit peu plus maladroits et Autogames s'est plaint au niveau à l'arbitre d'un coup derrière la tête. Alors qui était malencontreux, hein, aucune malice de la part de Chaverdian, mais là par contre là, la gauche, il a pris le bras arrière gauche de Chaverdian et là il aura du mal à repartir. Il est courageux, non mais l'arbitre l'arrête fort justement. Je pense que c'était devenu un sens unique. Ouais, il n'est pas d'accord, hein, Autogames, mais l'arbitre a peut-être vu juste avec deux knockdowns en 2 rounds. Et là, le dernier round était de toute façon à sens unique. C'est lui qui est le plus près des boxeurs, donc il faut toujours faire confiance à l'arbitre. Il vaut mieux arrêter parfois un petit peu avant, mais ce qui n'est pas le cas là, parce que là, c'était très justifié. L'intervention de l'arbitre était très juste. Je vois mal comment il aurait pu continuer le combat, ou en tout cas continuer à présenter un quelconque danger au Autogames. Tout expérimenté qu'il est, il est tombé sur un combattant peut-être fougueux, en tout cas énergique, et qui a dicté sa boxe. Il est plus jeune, plus fougueux, il a l'avenir devant lui, ce garçon, donc il est puissant, il a des atouts dans le domaine physique, il a une forte percussion donc, des 2 mains, et il arrive à travailler à gauche et à droite, donc en gaucher et en droitier, donc c'est... On a pu voir toute la variété de la boxe en tout cas, puisqu'il a travaillé un petit peu dans tous les sens, il a mis tous les coups possibles, travail au corps, travail de droite, de gauche, de bras arrière. Il a mis tout ce qu'il fallait et il n'a même pas eu vraiment besoin de s'appliquer. Je ne pense pas qu'il va être particulièrement essoufflé au moment de la décision arbitrale. C'est une vraie démonstration qui a été faite par le pensionnaire du club de Forbach sur ce premier combat professionnel. Là, la décision qui tarde un petit peu puisque l'arbitre demandait à ce que les gants soient retirés finalement. Bah, c'est la règle. Ils seront gardés par Autogames qui a choisi de les conserver pour le moment. Victoire ce soir du point rouge, je voudrais quand même signaler qu'il n'est pas venu en victime expiatoire, Autogames, parce que sur les 3 derniers combats, il restait sur des victoires. Donc c'est pas un loser qui vient pour se faire battre systématiquement. Hein, donc les 3 derniers combats à Porto Rico et les 2 en Espagne sont des victoires. Donc, et sur ces 3 derniers combats, il y avait 2 combats qui s'étaient terminés avant la limite avec des victoires a priori plutôt nettes avec un KO et un KO technique. Donc c'est un garçon qui venait vraiment chercher la victoire en France. Qui venait faire son match, donc, et fort justement, donc Chaverdian ne l'a pas laissé s'exprimer, il l'a pris à la gorge dès la première reprise, et il a fait valoir tous ses atouts acquis au niveau international. On peut avoir une longue carrière chez les pros et être battu par un amateur, entre guillemets, de très haut niveau, olympique ou européen, parce que tout simplement ça va vite et là il a imprimé un rythme de boxe amateur dès le départ. En tout cas on voit que Harry Chaverdian avec peu de combats est déjà plutôt dans la domination etc. face à des vétérans. C'est dire si il va se passer de belles choses pour la suite de sa carrière de boxe professionnelle. Ça donne envie de voir comment il va pouvoir se produire dans les prochains mois, dans les prochaines années en tout cas. On attend la suite avec impatience parce que c'est un garçon qui a des atouts. On l'avait vu chez les amateurs donc et là, les 5 derniers combats sont pas mal. Il en avait gagné qu'un à la limite. Donc là, il commence à prendre vraiment le rythme pro, la bonne distance chez les pros. C'est peut-être sa victoire un petit peu référence, en tout cas ce soir à Saint-Avold. Et en tout cas, ça donne le ton sur les combats professionnels qui nous attendent. Un premier combat professionnel qui se termine avant la limite avec un combattant local qui fait de belles choses. On va voir si ça continue à payer, puisque le prochain combat verra un boxeur français, pas local, mais en tout cas troyen, mais qui a une belle expérience au niveau amateur lui aussi, avec de l'équipe de France, des combats très intéressant tout au fil de sa carrière, qui sera face à un adversaire étranger lui aussi dans la catégorie des 82 kg avec monsieur Camilo Castagno, un boxeur argentin dans un combat en 6 reprises de 3 minutes. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça raconte ce combat. On voit la carte à présent sur l'écran. Voilà, français de 23 ans qui a l'avenir devant lui, qui a un gros palmarès en amateur, qui a été champion de France de boxe, qui a été en réserve olympique, qui n'est pas allé jusqu'aux Jeux Olympiques, qui est passé pro finalement, mais qui a de belles choses à proposer. Il nous vient de l'Aube, de Saint-André-les-Vergers pour être précis.
2 victoires, 0 défaite. Il sera opposé à un Argentin qui a un petit peu plus de vécu au niveau professionnel, qui nous vient de Barcelone avec 3 victoires, 6 défaites, Camilo Castaño. Mais en tout cas, ça va être un combat intéressant à observer puisque eh bien, ce Français, Raphaël Moni, il a l'avenir de la boxe professionnelle devant lui. Il a de belles choses à nous montrer dans le futur. C'est un réel espoir et c'est un garçon qui a fait les beaux jours de l'équipe de France. Il a été champion de France à 2 reprises. Il était en phase pré-olympique pour les Jeux de Paris. Malheureusement, il n'a pas réussi à se qualifier pour aller représenter la France lors des qualifs. Et malheureusement également, la France n'a pas été représentée dans cette catégorie 80 kg. Qui nous a échappé. On avait 8 athlètes qualifiés pour les Jeux, 4 filles, 4 garçons. Et on a fait 3 médailles, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze chez les garçons. C'était assez magnifique à vivre ces Jeux olympiques. Et Raphaël Moni a été en pôle à Nancy, au pôle de Nancy chez les jeunes. Il a été à l'INSEP. C'est un garçon qui a une énorme expérience au niveau international, qui devrait compenser le manque de combat qu'il a chez les professionnels. Il va avoir de belles choses à nous montrer. En tout cas, je l'ai croisé hier à la pesée officielle et il était plutôt confiant. Je vous propose de l'écouter quelques instants puisqu'il a voilà, tout sourire. Il nous a promis une belle soirée. Je vous laisse l'écouter. Bon Raphaël, la pesée est passée. C'est toujours un moment un peu important. Premier face-à-face aussi avec l'adversaire. Comment tu t'es senti? Je me sens très bien. Donc là, j'ai pu me réhydrater un peu. J'ai bu du sirop, de l'eau et donc j'attends que le combat de demain maintenant. Donc il n'y a plus qu'à. Hein. Et j'ai vu mon adversaire, du coup il est fait à peu près ma taille. Donc je pensais qu'il était un peu plus grand, mais ça va le faire. À quel genre de combat est-ce que tu t'attends? Généralement on a un petit plan en tête, mais on se dit aussi l'adversaire va peut-être faire ci, va peut-être faire ça. Tu t'attends à quoi? Déjà j'attends une victoire. Je sais pas comment, par décision, avant la limite, mais j'ai bien analysé mon adversaire au préalable. Donc ça va le faire en tout cas et j'espère faire un beau combat et offrir au public ce qu'ils veulent. C'est un combat international, c'est une petite pression peut-être supplémentaire de se dire ok on va combattre un gars d'un autre continent, d'un autre pays qui a peut-être une autre manière de faire, ou tranquille c'est un combat comme un autre? C'est un combat comme un autre, sachant que j'ai fait quand même 8 années en équipe de France, donc j'ai affronté pas mal d'étrangers. Mon premier combat c'était contre un étranger aussi, donc ça change rien du tout pour moi en fait. Demain c'est un combat à Saint-Avold, Flora Pilian en tête d'affiche, donc il y aura forcément une grosse ambiance. Tu t'attends à une belle soirée? Je m'attends à une très belle soirée, franchement les auditeurs soyez présents parce que ça va être une très belle soirée. Et Camilo Castaño qui est en train d'entrer sur le ring pendant que nous écoutions Raphaël Moni nous expliquer toute la confiance qu'il a avant d'aborder ce combat. Camilo Castaño c'est une personnalité un peu particulière, il combat en boxe, il a un petit palmarès en boxe, mais il fait aussi du kickboxing et du muay thai en parallèle de ça. Je vous rassure, ce soir il n'aura pas le droit d'utiliser ses coudes, il n'aura pas le droit d'utiliser ses jambes. Mais en tout cas, il promet un beau combat et il a l'air déterminé à faire le spectacle, ce garçon. Ah, il fait le show, là c'est clair. On va voir s'il est aussi à l'aise face à Moni, ce qui m'étonnerait. Mais c'est important de voir un garçon comme ça arriver tout sourire, l'envie de faire le spectacle. Il n'est pas venu pour rien, il ne va pas venir pour être un faire-valoir lui non plus. Et puis, il va essayer de montrer l'étendue de ses compétences, en tout cas en tant que boxeur. Et pour l'instant, nous allons profiter de l'entrée de Raphaël Moni, qui nous vient de l'Aube et qui est déterminé à agrémenter son palmarès d'une 3e victoire en professionnel. Un petit peu moins de spectacle pour Raphaël Moni, il est dans la concentration, il est déjà dans son combat j'imagine. Il est calme et serein le Troyen, donc c'est ce qu'on attend d'un boxeur aussi, hein, d'avoir le calme au moment d'entrer sur le ring et d'avoir son game plan en tête, ne pas faire de folie. C'est un garçon expérimenté, il n'a pas l'expérience chez les professionnels, mais comme il l'a dit fort justement, toute l'expérience acquise chez les amateurs à travers le monde va lui être profitable. Et 8 années avec l'équipe de France, c'est aussi un gage d'une certaine exigence, d'une certaine excellence. Ouais, il a traversé le monde, il a fait plusieurs compétitions majeures, les championnats d'Europe, des stages à Cuba, il a travaillé à travers le monde. C'est un garçon qui est puissant et qui frappe. Et il bénéficie en tout cas pour l'instant des acclamations du public de Saint-Avold. Forcément un petit supplément d'âme pour encourager le Français qui est sur le ring. Et les deux hommes qui s'avancent pour les derniers échanges avec l'arbitre.
Short blanc pour Moni, short noir à liseré jaune pour l'Argentin. On voit bien affûté Raphaël Moni, donc c'est un très bel athlète, 80 kg. Et le combat qui peut commencer, la cloche a retenti. Alors on peut constater que Castagno est gaucher, donc point avant droit. Moni traditionnel, garde traditionnelle, bras gauche en avant. C'est pas toujours simple de combattre contre un boxeur qui a une garde inversée par rapport à la nôtre, mais on imagine que Raphaël Moni a dû travailler beaucoup à l'entraînement avant ce combat, peut-être avec des gauchers lui-même pour être préparé à ces échanges. Ça se passe surtout au niveau du placement de la jambe avant, de la jambe gauche, qu'il doit garder à l'extérieur de chez son adversaire, de celle de son adversaire. On voit une ambition de piquer quand il voit une ouverture déjà. C'est un garçon qui travaille beaucoup la contre-attaque, il l'a dit lors de plusieurs interviews. Il aime observer, il aime utiliser sa tête sur le ring. Là, il est en phase de préparation, effectivement. Il prépare son bras arrière, donc il contrôle. Il l'a dit dans son interview qu'il aimait bien analyser un petit peu le style adverse et puis ne pas... bon, à contrario de ce qu'on a vu sur le combat qu'on a vu tout à l'heure, c'est moins intense, ça part un peu moins vite. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins ambitieux de la part de Moni. Donc, il construit, la boxe c'est un sport où on construit ses actions pour pouvoir détruire l'adversaire à un moment ou à un autre. Et là la droite elle est passée à l'intérieur. On a vu plusieurs coups de Castagno mais qui sont arrivés tout simplement dans les gants, qui ont fait très peu de dégâts en définitive. Par contre Raphaël Moni, eh bien, il a un petit peu plus touché quand il en a eu l'opportunité. Il est moins stable sur ses appuis, Castagno, on le voit essayer d'éviter le contact. Il tourne sur la droite pour sortir du bras arrière droit de Moni, qui lui l'amène tout doucement sur son bras arrière. En tout cas, les spectateurs présents à l'Agora les remercieront. Ils ont déjà fait 2 fois le tour du ring, tout le monde a pu les voir sous toutes les coutures. Ah, la droite est passée à bout de course, mais il a trouvé la trajectoire. Il faudra qu'il se méfie de son bras arrière parce qu'il part de loin, l'Argentin. Voilà, dans son coin, on lui demande de tenir à distance avec son bras droit. J'entends l'entraîneur de l'Argentin en espagnol lui dire de travailler, de ne pas le laisser s'approcher. Et mesdames et messieurs, nous avons un consultant qui parle plusieurs langues. Ça aide aussi parfois sur les bords des rings. En tout cas, un bon premier ring, premier round d'observation. Les deux hommes se sont un petit peu jaugés, ont trouvé leur distance, ont trouvé leur marque. Quelques coups sont passés. On voit qu'effectivement Castagno était dans une tentative un petit peu d'esquive, de se mettre à l'écart des coups dangereux de Raphaël Moni. Et Raphaël Moni, calme, composé, voilà. Il a construit sa boxe et il a touché quand il a pu. Peut-être plus actif, c'est dur d'attribuer ce round qui est pratiquement équilibré. Oui. Mais entre Castagno qui a donné plus de coups mais moins précis, et la précision et la puissance, la netteté des coups de Moni, je pense qu'on peut attribuer le round à Moni. C'est pas forcément le round qui va faire la plus grosse différence si la décision va au juge, mais il est important de bien démarrer le combat, de prendre, même s'il y a un seul point à prendre, eh bien il faut le prendre. Et ça va pouvoir repartir pour la seconde reprise, la deuxième reprise qui est lancée. Ça a touché tout de suite pour Raphaël Moni. C'est trop large, c'est des coups en crochet de la part de Castagno qui sont qui sont impressionnants, mais c'est donné de l'intérieur du point. Il se montre actif, mais sans forcément faire de dégâts. Il manque de précision, Castagno. Et là, on voit que Moni est en train de réduire la distance. Il devrait alterner un travail en bas et en haut. Voilà. Ça a touché une nouvelle fois là.
On sent que Castagno a peut-être été touché parce qu'il a une frappe très lourde, Raphaël Moni, surtout le bras droit. Oh, là, le crochet gauche. Ouais. Bravo. En sortie de prise qui est bien passé. Là, il alterne corps et face. Et ça force forcément son adversaire à varier sa garde et ça crée des ouvertures. Son adversaire subit, hein, il est dans les cordes. Il n'a pas beaucoup de recours. Et c'est peut-être du bras droit que viendra la vérité pour Moni, puisque sur un gaucher, il faut commencer. Voilà, le bras arrière. Il est passé le bras arrière, c'est certain. Là, dans le coin, il y a beaucoup moins de possibilités d'esquive. Il a tenté de faire une saisie, c'est pas passé. Raphaël Moni qui peut enchaîner. Il ne lui laisse pas d'espace, il l'enferme et il enchaîne corps et face. Très efficace, très sobre. Voilà, le foie, il va chercher derrière le bras droit. Et à l'intérieur, Castagno qui est au bord de la rupture là. Il envoie quelques coups mais sans grande conviction et il est contraint à échapper au combat. Maintenant charge à Raphaël Moni de bien saisir ses occasions. Il sait qu'il a la maîtrise. Il ne lui laisse pas d'espace sur les appuis, donc il recherche la bonne distance pour mettre son bras arrière droit, Moni. On le sent essoufflé, même Castagno, il est dans le dur. Ouais, il est un petit peu désespérado sur passé ses là, coups en contre-attaque. Il essaye, mais il n'a pas d'efficacité sur ses contre-attaques. Aucune puissance, aucune percussion. Là, Raphaël Moni qui a sorti un peu plus de coups en direct et ça fait mal. C'est son métier qui l'empêche de subir. Là, ça commence à devenir dur encore à la fin de ce round. On a pu voir Raphaël Moni qui est toujours aussi concentré, ça se voit dans le regard. Pendant ce temps-là, du côté de Castagno, eh bien, on soigne un petit peu une plaie qui a commencé à s'ouvrir sur le côté gauche du visage. Ce round-là est peut-être un petit peu plus net en faveur de Raphaël Moni, si on peut dire largement plus net même. Il est clair, le round est pour Moni qui a été beaucoup plus incisif sur ses coups. Son bras droit qui a touché à plusieurs reprises l'Argentin. C'est direct aussi à plusieurs reprises là, qui ont certainement fait des dégâts. Et puis les coups au foie qui... Les coups au corps, effectivement, les coups lourds sur les côtés, ça commence à marquer l'Argentin sérieusement. Dans ces situations-là, on ne sait plus trop où mettre sa garde. C'est difficile de choisir son poison finalement. Et c'est reparti, troisième reprise entre les deux hommes. Nous sommes à la moitié du combat quasiment. Tant que l'Argentin aura un petit peu de jambes, un peu d'énergie pour se sortir de l'axe, ça passera. Et lorsque les jambes ne suivront plus, à mon avis, ça deviendra une proie facile pour Moni. On vient de voir Raphaël Moni un peu se projeter vers l'avant. On voit cette puissance, on la sent cette puissance du bras arrière. Il est dans le coin, c'est dur de s'en échapper. Castagno. Là, il va enchaîner corps et face et à mon avis, il devrait pouvoir conclure. C'est bien parti pour là, dans cette troisième reprise. Dans tous les cas, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de déchets chez Moni, donc qui boxe clairement. Il y a une limpidité dans ses coups. C'est efficace, c'est pensé, c'est réfléchi. Il nous avait prévenu. Il aime boxer avec sa tête et ça se voit. C'est lui qui impose son rythme à son bon vouloir. Donc, et là, ce jeu-là, donc Castagno ne peut que défendre et essayer de se mettre à l'abri en longeant les cordes. Et on en est arrivé au point où Castagno part sur toutes les feintes.
Et ça crée de sacrées ouvertures. Et Raphaël Moni continue de faire des dégâts. Il lui dit, il a raison, attention à sa main droite. Et on entend bien le coach. Oh, la droite est passée. Encore, il est là. Mais il devrait enchaîner plus de 2-3 coups. Parce qu'il en reste 1 ou 2. Et je pense que s'il crée une double attaque dans son attaque, c'est-à-dire 3, 4, 5 coups, il peut conclure à tout moment. C'est peut-être effectivement ce qui pourrait écourter ce combat. Une bonne série. Même si là, les coups isolés font tout aussi mal. Oh, ça fait mal ça. Ouais. Oh, Ouais, ça fait mal ça ça. passe. Droite comme gauche, c'est passé. Et Camilo Castagno qui en est à mettre des coups un petit peu de bluff. Parce qu'il n'y a pas vraiment de puissance dans ce qu'il envoie. Là, il est à nouveau dans les cordes. Il est subi dans les cordes. C'est le dernier endroit où il doit se mettre, c'est aller dans les cordes. Parce que il n'a pas d'espace, il ne peut pas utiliser ses jambes. Et pourtant, rien de ce qu'il a fait n'a dissuadé Raphaël Moni de ne pas y aller dans ce coin-là. Quelques derniers coups avant la fin du round. Fin de ce 3e round. Merci d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Le deux boxeurs. Effectivement, on l'a senti plusieurs fois, pas loin de la rupture. Il n'est pas loin de la rupture, il manque pas grand-chose, il manque simplement un enchaînement plus long et je pense que ça peut être conclu parce que là il doit en avoir un peu marre. Parce que quand on a un boxeur comme Moni qui vous suit, qui vous cadre. Il est traqué depuis le début du combat. Voilà, depuis la 2e reprise. Il l'avait dit, j'aime bien prendre la mesure de mes adversaires pour tester un petit peu ce qu'il y a derrière. Et la première reprise, il l'a jaugé et derrière il est parti. Il a mis la marche en avant. Dans le concret, on va voir si la marche en avant se poursuit avec la 4e reprise qui ne devrait plus tarder. Mais en tout cas, voilà, Camilo Castagno qui est marqué au visage, qui est marqué un petit peu partout. Et pour le moment, aucun dégât ne semble avoir atteint Raphaël Moni. Et voici la 4e reprise. Et on retrouve le même schéma, donc le même schéma tactique, préparation, cadrage. Mais là, il faut qu'il enchaîne un peu plus vite et de manière un peu plus variée. Sur un combat comme celui-ci, ce serait presque dommage d'aller jusqu'aux décisions arbitrales, même s'il reste encore du temps. Il ne faut pas qu'il le suive sur les jambes, il faut qu'il l'enferme. Il faut qu'il travaille aussi son bras avant gauche pour l'amener sur sa droite. C'est important. Le bras gauche, le bras avant qui a fait quelques dégâts également. Et comme on le disait tout à l'heure, pas beaucoup d'enchaînement, pas beaucoup de coups prolongés. Là, il commet un peu l'erreur de le suivre parce que Castagno, lui, sort latéralement sur ses appuis. Et là c'est maintenant qu'il faut enchaîner, enchaîner corps et face. C'est ça qui marche. Il essaye de contrer un petit peu. Castagno, c'est son plan. Essayer peut-être de récupérer un peu, de contrer quand il a l'opportunité. En tous les cas, il a un peu de répit sur son round. Il est moins statique dans les cordes et Moni est moins à l'aise dans sa boxe. Même s'il n'y a pas d'efficacité sur les coups les quelques coups que donne Castagno. Il se plaint d'un petit coup involontaire sous la ceinture, mais bon. Ça a permis à Raphaël Moni d'enchaîner un petit peu. Enchaîner 4, 5 coups. La gauche qui est bien passée, là, qui a déstabilisé Castagno et qui est de retour dans le coin. Domination moins nette sur la percussion pour Raphaël sur ce round. Un peu moins stable sur ses appuis et il le laisse un petit peu trop se balader. Il faut qu'il travaille au corps comme au premier et deuxième round. C'est vrai que pour le moment, il ne met que des coups au visage, alors que c'est son travail au corps qui lui avait fait de belles ouvertures. Ça l'oblige à baisser la garde et ça permet à Moni d'enchaîner sur des coups efficaces au visage.
Oh, c'est passé ça. Il est bien dans les cordes. Il devrait travailler plus à l'intérieur en uppercut. Parce que comme Castaño se baisse son centre de gravité, c'est à l'intérieur que peut-être l'uppercut droit peut le remonter. Voilà, à la droite, ouais. on crouch. Effectivement, un round un petit peu moins efficace de la part de Raphaël Moni, mais tout de même, il a su gérer À son avantage. il a su gérer son avantage, il a su mettre les coups qu'il fallait. En face, Castaño a été assez peu efficace finalement. Il a tenté quelques contres, mais la puissance n'y est pas forcément. Et les coups qu'il a pris au visage commencent peut-être aussi à porter leurs fruits. Et ça va devenir encore plus compliqué au fil des minutes qui s'égrènent. On aurait aimé voir Raphaël Moni alterner effectivement un petit peu plus. Voilà, ses coups au corps comme il l'avait fait dans le deuxième round avec les coups au visage. Et puis ce bras arrière qui doit faire parler l'efficacité aussi. Je pense que dans le coin, on va lui donner les bonnes orientations pour justement être plus efficace, plus précis surtout. Il a manqué un peu de précision sur cette reprise. Mais ce n'est pas tout à fait de sa faute à 100% puisque son adversaire a redoublé de mouvements, a redoublé de tentatives d'échapper. Il a retrouvé un peu ses jambes, c'est ça. Castaño. Et la boxe, ça se joue aussi avec les jambes. Voilà, mobilita, c'est ça. Il lui a dit, c'est là la mobilité latérale. C'est la consigne principale, effectivement. On est plus dans le sauvetage au niveau du coin de l'Argentin que dans l'efficience de la boxe. Donc là, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il reste dans l'axe, donc il tourne à gauche, il tourne à droite, il change d'axe de manière systématique. Et Moni tombe un peu dans son piège. Hein. Il le suit bêtement au lieu de lui couper la route. Mais là je pense que dans son coin, là-bas, on doit l'orienter pour éviter qu'il le laisse s'échapper sur le plan latéral. Donc, effectivement, on est plus proche du coin de l'Argentin et on entend plus facilement les consignes qui en viennent que les consignes du clan français. Difficile de savoir ce qui se passe exactement de ce côté-là du ring. Mais voilà, la mobilité reste le maître mot pour l'Argentin qui tente d'échapper au gros coup de Raphaël Moni. Ah, ça s'est passé. Le bras avant et le combo. Et là, il est touché sur un crochet gauche et il met un genou à terre volontairement pour récupérer. C'est quand même un garçon qui a du métier. Et il sait ce qu'il fait. Il a récupéré, il dit oui à l'arbitre. Et Raphaël Moni, il a peut-être l'odeur du sang. Il se dit c'est maintenant si je veux lui faire des dégâts. On le voit, Raphaël Moni prendre un petit peu plus d'amplitude sur ses coups. Il veut frapper fort. Attention à ne pas créer d'ouverture avec ces situations-là. Même si là, les coups sont répétés en sa faveur. Il manque un peu de précision. Au lieu de travailler en crochet, il devrait se concentrer sur à travailler dans l'axe. On uppercut là, comme ça. Bravo. Et varier un petit peu les surfaces de frappe. Alterner corps et face, c'est quand même important. Il cherche le bon moment, j'ai l'impression. Il le ramène dans ce coin là où il avait déjà mis un genou à terre, Castaño. Et il continue d'encaisser des coups. Et effectivement, Raphaël Moni qui manque les bonnes occasions de mettre des combos, des séries de coups qui pourraient faire les dégâts nécessaires pour arrêter la reprise. On est dans les derniers instants du round. Il a retrouvé sa lucidité, notre ami Castaño, et il est reparti avec ses jambes sur le plan latéral, même s'il perd à la reprise avec 2 points d'écart, puisqu'il a été à terre, il a été compté. Et il va être très compliqué pour l'Argentin de remporter ce match, mais son ambition désormais c'est certainement d'aller jusqu'au bout et d'essayer de travailler le mieux possible face à son adversaire. Je pense que sincèrement c'était sa première ambition. En tout cas, Raphaël Moni à qui il reste
une reprise pour essayer de terminer ce combat. La victoire lui est quasiment promise. Mais on aimerait, nous, du côté forcément de la télévision, du côté de la retransmission, avoir un combat qui termine avant la fin. Ça met toujours un peu plus de spectacle. Un spectacle qui nous avait promis lors de la pesée. Pour l'instant, il n'a pas menti. Et le public aussi. Donc, oui. Le public lui attend une victoire avant la limite. Le public aime ce genre de combat. D'autant plus qu'il a montré ce qu'il faut pour dire j'ai les capacités d'aller terminer ce combat, Raphaël Moni. Mais chacun a fait son job, donc Moni continue à apprendre et Castagno continue lui à servir de tremplin pour des jeunes talents. Là il aura appris quelque chose, Raphaël, parce que c'est pas évident. Il a dominé tout le combat, mais à aucun moment il a touché à plusieurs reprises, mais à aucun moment il a donné l'impression de pouvoir finir le combat. Castagno est courageux. Vous l'avez dit, il pratique dans différents sports pieds-points, donc on sent qu'il a le sens de la défense, hein, donc il se protège. Il a été remis peut-être sur les rails par son coin après le deuxième round qui avait été largement à la faveur de Raphaël Moni et qui avait vraiment géré le contrôle du ring. Il se permet même d'appuyer certains gauches. Il se rebelle là, sur cette dernière reprise. Là, il tente peut-être un peu le coup pour le coup. Et Raphaël Moni qui est peut-être un petit peu surpris là, par cette situation. Je pense que l'accélération de Castagno l'a mis en difficulté, mais là il a repris la main. Là, on a vu un crochet du gauche qui a bien pris. La puissance de feu de Moni est différente, donc elle est largement au-dessus et lui percute droit au menton, qui heureusement pour Castagno arrive en bout de course. Et il est saisi, l'arbitre qui est obligé de séparer les deux hommes. Castagno qui a peut-être donné beaucoup sur ses tentatives de coups appuyés au début du round, parce que là il souffle fort, il est bien essoufflé, il va avoir du mal à tenir, ou en tout cas à opposer une vraie opposition sur les derniers moments du round. Le dosage au niveau physique est un des points prépondérants dans notre sport, hein. Donc il faut bien doser, savoir récupérer. Il est dangereux avec son bras gauche là, donc qui donne à la volée. C'est surtout pas sous-estimé, ça reste quand même des gens de 80 kg, donc même s'il n'y a pas la même percussion, il y a quand même les mêmes risques. Encore un coup qui est passé. Il reste une vingtaine de secondes dans ce round. Camilo Castagno qui tente quelques derniers coups un petit peu appuyés. Il fait son baroud d'honneur pour montrer qu'il a été là sur ce combat. Donc il a tenu la limite devant un jeune champion, donc en devenir. En tout cas, Raphaël Moni n'a pas terminé le combat, mais il a su montrer de belle manière l'étendue de son talent, de son métier, de tous ces combats amateurs qu'il a connus par le passé, de tous ces moments passés avec l'équipe de France. Eh bien, il a montré qu'il avait appris beaucoup de choses, un physique bien affûté, un état d'esprit et une boxe qui est assez propre finalement. Même s'il ne termine pas Camilo Castagno, eh bien, il a su montrer, je pense, tout ce qu'il fallait pour remporter ce combat de belle manière. Absolument, il aura appris certaines choses sur ce combat qui lui seront profitables pour la suite de sa carrière. Et son prochain combat qui est déjà programmé, il est prévu le 16 novembre chez lui à 3. Il aura encore davantage les encouragements du public dans cette situation-là. Et il va continuer son petit voyage chez les professionnels. On va bien sûr attendre la décision arbitrale, la décision des juges qui étaient placés tout autour du ring pour noter ce combat. Alors Dominique, de votre côté, vous avez pris quelques petites notes sur les points. A priori, c'est largement en faveur du Français. Oui, absolument. Moni gagne tous les rounds, il gagne même un round avec 2 points. En raison du knockdown, il a réussi à faire mettre un genou à terre à son adversaire.
60-53 en faveur de Moni pour moi. Mais bon, ça peut varier il n'y a que la première reprise où on aurait pu la donner à l'un ou à l'autre. C'est un round d'observation. Les applaudissements du public avant la décision. Et victoire à l'unanimité de Raphaël Moni. Ça semblait évident à la vue du combat. Les arbitres ont vu la même chose que nous, c'est sans surprise. Et le Français qui continue son parcours. 3 combats professionnels, 3 victoires. Comme je l'ai dit, la 4e manche de sa carrière professionnelle ne devrait pas tarder puisqu'elle est prévue pour le 16 novembre. Et il a montré vraiment de belles choses. Raphaël Moni, c'est vraiment un bon boxeur en devenir dans cette catégorie des mi-lourds. Tout à fait, il a le talent nécessaire pour réussir une belle carrière. Et on appréciera le fair play si vous n'êtes pas des habitués des sports de combat et que vous avez l'impression de voir une grande violence. Et bien vous avez vu les 2 hommes se saluer, les 2 hommes saluer les 2 coins et les 2 hommes saluer également l'arbitre. C'est aussi ça, les sports de combat, c'est aussi ça à la boxe. C'est un respect de l'adversaire et même s'ils se sont donnés fortement sur le ring, et bien ils se sont aussi salués de belle manière une fois que les échanges étaient terminés. Et il nous reste désormais un combat à vivre dans cette grande soirée boxe ici à l'Agora de Saint-Avold. Et c'est quelque part le plus important de la soirée puisque c'est l'enfant du pays. C'est Flora Pili qui entrera sur le ring prochainement. Elle brigue une nouvelle ceinture, elle qui a déjà remporté la ceinture de son niveau au niveau français. Elle a déjà remporté la ceinture EBU européenne. Elle l'a même défendue une fois ici à Saint-Avold. C'était il y a un an. Nous étions là pour le vivre avec elle. Et bien cette fois-ci, elle brigue une ceinture intercontinentale WBO face à une grosse opposition, Diana Rodriguez. Ce combat ne devrait pas tarder, mais en tout cas on salive déjà d'avance de voir ce que Flora Pili va pouvoir nous apporter. Écoutez, elle a une adversaire coriace à la vue de son palmarès, mais Flora est en pleine progression, donc c'est une phase intermédiaire qui va l'amener certainement, si elle gagne ce soir, vers le titre supérieur. Là c'est une ceinture intercontinentale. Je pense que elle avance, elle a défendu son titre européen, elle est championne d'Europe, elle a été championne d'Europe en titre. Je pense que c'est le genre d'adversaire qui devrait lui permettre 18 victoires plutôt pour Diana Rodriguez, 18 victoires dont 9 par KO, donc 9 avant la limite, c'est pas la dernière venue. Elle n'a que 3 défaites sur tout l'ensemble de sa carrière donc, et aucune avant la limite. Donc c'est une adversaire coriace qui mérite, c'est le tremplin final avant la ceinture mondiale. Donc on attend beaucoup mais ça ne sera pas facile. Et Diana Rodriguez qui jusqu'à maintenant s'exporte assez mal puisque sur ces 3 défaites, eh bien, il y en a 2 qui ont eu lieu à l'étranger, une en Corée et l'autre en Argentine. Forcément aujourd'hui en France elle va avoir envie de corriger ce petit défaut de son palmarès. Elle a su remporter ses 2 derniers combats avant la limite contre la même adversaire. C'était contre Yuliani Medina, une vénézuélienne également qui était quasiment débutante au niveau professionnel, mais ça lui a permis en tout cas de se préparer de la meilleure des manières pour cette nouvelle échéance et cette tentative de conquérir une ceinture intercontinentale. On a parlé des envies de ceinture mondiale de Flora Pili. C'est quand même fort, elle a pas encore 10 combats, elle est déjà en train de briguer une nouvelle ceinture, un nouveau niveau de compétition. Elle a encore du temps devant elle et pourtant elle est déjà en train de chercher les meilleures performances possibles. Alors comme Raphaël Moni, Flora a une longue expérience chez les amateurs. Je rappelle qu'elle était en concurrence avec Estelle Mosley à l'époque des Jeux Olympiques de 2016. Elle avait été battue en finale des championnats de France pour ensuite continuer dans sa carrière amateur et gagner le titre à plusieurs reprises. Je pense que c'est un acquis. De toute façon, l'expérience acquise au plus haut niveau amateur, ça lui servira. C'est pour ça que effectivement, elle a peu de combats chez les pros, mais l'expérience, elle est là. Et on l'a vu devant des adversaires coriaces. Je l'ai suivi, j'ai même été en Corse pour la suivre lors de son dernier combat. Elle est montée en puissance et elle maîtrise beaucoup mieux l'aspect technique et l'aspect tactique. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Il y a un travail qui est fait, le travail de fond qui est fait avec son papa
Pietro et son oncle sur la partie mentale et physique. Donc elle est bien entourée et c'est une fille qu'on apprécie parce que c'est une championne sur le ring, mais c'est une championne à l'extérieur du ring aussi. C'est une fille que j'apprécie beaucoup. On le dit souvent, on le rappelle souvent, c'est aussi une mère de famille, elle est maman, elle travaille également à côté de ça, elle est conseillère départementale, elle est investie dans tout ce qu'elle fait, Flora Pili. Et c'est toujours agréable de la rencontrer. Moi je l'ai vue hier après la pesée et comme à son habitude elle était tout sourire et en tout cas très confiante par rapport à ce combat. Elle m'a expliqué un petit peu à quel genre d'affrontement elle s'attendait. On va l'écouter immédiatement. Bon Flora, la pesée est passée, c'est toujours un moment un peu particulier. Premier face à face avec ton adversaire, tu t'es senti comment? Très bien, je suis en forme, je me suis bien reposée. Le poids aussi il était très bien, donc voilà, maintenant rendez-vous demain, on a hâte. Parle-nous de ton adversaire un petit peu, à quelle boxe est-ce que tu t'attends demain? Agressive, un peu vicieuse, qui bouge beaucoup avec le buste. Puis voilà, je pense que normalement c'est le style là et à moi de la tenir à distance et de faire le travail derrière. C'est toujours un sentiment particulier de pouvoir combattre à la maison, à Saint-Avold, avec le public qui va être là aussi. Tu es prête à avoir un petit peu les acclamations avec toi encore une fois? Bien sûr, c'est une grande fierté pour moi parce que boxer chez soi à la maison c'est pas donné à tout le monde et donc du coup ça fait plaisir. Je maintiens la pression comme une force et pas en désavantage. Donc voilà, je suis fière de Saint-Avold. Merci à la ville encore de me soutenir. Et puis rendez-vous demain à l'Agora de Saint-Avold. Et à l'Agora de Saint-Avold, nous y sommes forcément et il ne reste que ce combat principal de la soirée entre Flora Pili et Diana Rodriguez. On a pu évoquer la ceinture EBU européenne qu'elle a su conquérir et défendre une fois ici à Saint-Avold. Cette ceinture, elle ne la défendra plus, elle a choisi de passer à l'échelon supérieur. Et cette ceinture, elle a l'opportunité de rester en France puisqu'elle va être jouée dans quelques semaines désormais. Et ce sera à nouveau une Française, Victoire Pitot, qui va tenter de la décrocher. Et ça aussi, c'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule championne à ce niveau de compétition. Il y a d'autres Françaises qui vont essayer de briguer de nouveaux titres, de nouvelles ceintures. On avait vu aussi Laurie Ruyer sur ce ring l'année dernière qui fait sa petite progression. Il y a de la boxe féminine qui continue d'avancer et qui continue d'essayer de gagner des titres en France. En effet, la boxe féminine est en plein essor sur le territoire. Donc on a des championnes, on a de très belles championnes. En plus, le titre BU, c'est un titre majeur parce que c'est le seul qui est reconnu et qui a une valeur continentale. Il y a beaucoup de ceintures, mais plus il y a de ceintures, moins il y a de champions. Tandis que là, c'était des vraies ceintures avec des vrais titres. Je suis moi-même au bord de l'EBU, donc c'est les ceintures, les challengers pour les titres BU sont triés sur le volet en fonction d'un certain niveau. On ne peut pas, comme certaines ceintures, les revendiquer si on n'a pas un niveau de valeur suffisant. Donc être championne et le défendre à 2 reprises, elle a défendu à 2 reprises son titre, je pense que c'est une marque de talent et de valeur. Donc c'est normal. Je crois que la famille Pili s'est associée avec Alexandro Cherchi, donc Salvatore Cherchi, qui sont des promoteurs italiens qui sont d'un très très bon niveau et qui ont un réseau à l'international qui va lui permettre certainement de disputer, pourquoi pas ici à Saint-Avold, une très belle ceinture ou VBO ou VBC, mais une ceinture majeure. Et on a parlé de l'Italie et de cette association, c'est une grande histoire, hein. Forcément la famille Pili qui est originaire d'Italie, mais aussi Flora qui est allée conquérir cette ceinture EBU, elle est allée la chercher à Padoue, quelque part dans le fief de son opposante lors de ce combat, et qui est allée la gagner, et ça aussi c'est une marque de caractère. Elle n'hésite pas, Flora, à aller combattre à l'extérieur, à aller combattre contre des filles qui sont parfois peut-être un peu mieux installées, et à chaque fois ça paye puisqu'elle franchit des niveaux, elle franchit des échelons, et pour le moment sa carrière elle a répondu à toutes les exigences avec des étapes très fermement marquées à chaque combat. Elle a une programmation, elle a des gens autour d'elle. La famille Pili, c'est une famille de tradition au niveau de la boxe. Son papa, Pietro, c'est lui qui est à la tête de la commission régionale de boxe amateur et même impliqué au niveau national. Et toute l'activité boxe passe par lui et il fait un travail fabuleux. Donc la maman est présidente. Elle a su organiser autour d'elle un vrai projet, un réel projet. Et ils ont été, au niveau européen, ils se sont sentis un petit peu dépassés et donc ils ont été chercher des compétences ailleurs chez les Cherchi.
moi je ne serais pas étonné de la voir au plus haut niveau parmi les plus grandes championnes, les Cathy Taylor et compagnie, qui sont des références au niveau de la boxe féminine. Et finalement, ce côté en famille que cultive Flora Pili et que c'est toute sa famille, tout son entourage, est-ce que c'est une anomalie dans la boxe professionnelle? Parce qu'on a tendance à penser qu'en boxe, on est vite attiré par des agents, des promoteurs qui vont essayer de faire miroiter plus. Ici, c'est en famille et ça ne risque pas de changer a priori de sitôt. Je ne pense pas, dans la mesure où Flora est attachée à son environnement familial. Elle fait confiance. C'est vrai que c'est dans la notion de confiance, c'est quand même quelque chose de fort, de se retrouver avec son papa et tous ces gens bienveillants autour d'elle. Et puis je pense qu'il y a une notion qu'on oublie, c'est le professionnalisme, la professionnalité de cette équipe autour de Flora. Revenons au combat de ce soir. Diana Rodriguez, elle est un petit peu plus petite que Flora, elle mesure 1m59. Flora Pili qui a eu parfois des occasions de combattre contre des filles qui étaient plus grandes qu'elle, qui lui apportaient peut-être des difficultés sur la gestion de la distance. Aujourd'hui, ça peut être un des marqueurs références de pouvoir gérer cette distance face à une boxeuse qui est plus petite qu'elle. Bon, écoutez, la morphologie, elle est telle qu'elle est. La boxe, c'est le poids qui détermine les oppositions. La morphologie, on s'entraîne justement pour aborder toutes les situations de combat, avec des grandes, avec des petites, et je pense qu'elle a dû s'entraîner avec des partenaires d'entraînement et d'opposition qui ressemblaient, qui avaient le style, qui avaient la taille de cette boxeuse. Donc ça, c'est, et connaissant la professionnalité de son entourage, je n'en doute à aucun moment. Donc je pense qu'il y a des problèmes qui vont se poser. Elle est entraînée pour les résoudre, et donc les situations, la capacité d'un champion, c'est d'arriver à s'adapter le plus vite au schéma proposé par l'adversaire. En tout cas, ce combat qui est désormais imminent. Nous avons déjà vécu une très belle soirée de boxe ici à l'Agora de Saint-Avold. Nous venons déjà de vivre 2 combats professionnels. Le premier a été remporté par Rahir Chaverdian, l'Arménien qui combat pour le club de Forbach face à un Vénézuélien, Otto Gamez. Et ensuite, c'est Raphaël Moni qui nous vient de la région troyenne, qui l'a emporté face à Camilo Castagno dans la catégorie des 82 kg. Et désormais, ici à l'Agora de Saint-Avold, le public s'est mis debout, le public tape dans les mains puisque l'entrée des combattantes est imminente. Et on a senti finalement l'ambiance changer. Il y a une petite électricité qui est en train de monter. Il y a la ferveur du public de l'Agora qui est là pour... qui est là pour une chose, c'est Flora Pili, c'est encourager l'enfant du pays, c'est véritablement ça. Tout le monde ici l'a vu grandir en tant que femme, c'est certain, mais en tant que boxeuse aussi. Elle a fait de toutes ses marques ici au club familial avant d'arriver sur ces grandes compétitions. Et il y a une vraie fierté, je pense, ici dans une bonne partie du public de l'avoir boxé. C'est la fierté à Saint-Avold, mais c'est aussi une fierté pour le Grand Est, pour le comité régional. Pour la Moselle, pour tout le monde. Voilà, je pense que... Et vous l'avez vu, avec son sourire, elle est tout le temps, malgré la veille d'un combat, on sent qu'elle allait très tirer parce qu'elle a dû... il y a eu le cutting avant ça. Pour faire le poids. Oui. Et là, vous l'entendez sûrement à l'ambiance qui monte d'un cran à nouveau. Et c'est la ceinture WBO intercontinentale qui va faire son entrée en premier. Vous la découvrirez bientôt sur les images. C'est pour cette ceinture que les 2 combattantes sont présentes aujourd'hui et sont prêtes à tout donner sur le ring. Ce soir, féminine et moins de 63 kg 520 avec la Française qui va prendre place avec nous ce soir. Le Venezuela également pour les accueillir comme il se doit et comme on sait. Et ça devrait normalement commencer par l'entrée de la Vénézuélienne Diana Rodriguez. C'est imminent désormais. Et on peut s'attendre à un petit cérémonial forcément sur un main event, sur un combat de cette ampleur-là pour une ceinture. Vous allez le voir entre l'entrée de la ceinture, l'entrée des combattantes, mais aussi forcément les hymnes avant le combat. On va vivre un moment d'émotion
Et voici, comme je vous le promettais, la ceinture WBO intercontinentale. En sachant que la WBO est l'une des 4 fédérations majeures avec la WBA, la WBC et l'IBF. Donc c'est les 4 fédérations majeures qui sont reconnues pratiquement par tous les grands champions. Et c'est désormais Diana Rodriguez qui s'approche, la vénézuélienne qui va rentrer sur le ring la première. Voilà. Couleur rouge. Le Venezuela marqué dans le dos de sa brassière de combattante. On a aperçu le drapeau, elle rejoint son coin. Elle aussi a son petit cérémonial, c'est normal après un combat, avant un combat comme celui-ci, où elle a beaucoup d'espoir. Elle est rablée, elle a une belle musculature. Et vous l'avez dit, elle est plus petite. Elle est plus petite que Flora, mais elle va certainement chercher à boxer à mi-distance. Et elle a certainement un plan. Quand on arrive à ce niveau-là, on n'y arrive pas sans avoir un plan. Et elle a forcément regardé des vidéos, elle a forcément cherché à savoir comment Flora allait l'accueillir. Et elle a forcément quelque chose en tête pour la contrer. Et c'est ça la beauté de la boxe, c'est aussi un jeu d'échecs d'une certaine manière. Et maintenant, il est temps d'accueillir celle qu'on vous présente depuis le début de la soirée, l'enfant du pays naborien. Boxeuse, mais aussi maman, conseillère départementale, une vraie personnalité connue et reconnue ici à Saint-Avold et partout dans la Moselle. Je vous laisse apprécier l'entrée de Flora Pili. Elle est acclamée, Flora Pili, elle est adulée. Tenue rouge, luisante, brillante. Le nom floqué dans le dos, accompagné forcément de son papa Pietro. Personnalité reconnue, connue comme on l'a présenté avant l'entrée sur le ring. Et dans les yeux, c'est la concentration qui prime. C'est des moments importants dans la tête d'un boxeur. C'est la concentration, c'est le dernier moment avant lequel on va se libérer, on va tout lâcher. Et on l'a dit un peu plus tôt en introduction, il y a du beau monde ce soir pour encourager Flora Pili. Il y a les représentants de nombreux clubs de boxe de la région. Il y a des représentants du département de la Moselle, notamment M. Patrick Weiten qui est là ce soir pour encourager Flora Pili, qui est, comme on l'a dit, conseillère départementale. Il la connaît bien. Il est présent à chacun de ses combats dans le département. Et maintenant, ce sont... Patrick Weiten, c'est un connaisseur de sport. C'est un grand connaisseur de sport et de boxe en particulier. Ancien volleyeur, mais passionné de sport en général. Et il connaît très bien tout cela. Il a un œil d'expert, il va avoir un œil d'expert sur ce combat, c'est certain. Mais pour le moment, il est temps de respecter la Marseillaise. Merci de bien vouloir tous vous lever. Voici la Marseillaise.
L'hymne français qui a été respecté, qui est applaudi. Et il est temps désormais d'honorer l'hymne vénézuélien. Les hymnes ont été respectés. Le protocole va pouvoir se poursuivre. Nous allons accueillir une nouvelle fois l'hymne de la France pour notre championne Flora Pili, la Marseillaise. Et nouvelle Marseillaise qui va retentir. Le protocole s'allonge pour ce genre de combat. Je ne sais pas s'il aura à nouveau une Marseillaise avant le début du combat. Le protocole s'éternise un tout petit peu. En tout cas, il y a eu deux Marseillaises parce que la première était pour l'arbitre qui est français. Donc voilà. Par tradition, on met la Marseillaise, l'hymne de l'arbitre qui est français, derrière l'invité, donc l'hymne vénézuélien. Et là, c'était la deuxième Marseillaise pour Flora. Je pense qu'une seule Marseillaise aurait suffi. Effectivement, mais bon. C'est comme ça que se passe cette soirée à l'Agora de Saint-Avold. C'est pas bien grave, une Marseillaise supplémentaire, on ne la refuse pas. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr. J'ai aperçu le regard de Pietro Pili pendant ce cérémonial et je lui ai vu énormément de fierté. Pietro Pili qui a longtemps souhaité que sa fille ne fasse pas de boxe et qui finalement s'est confronté à la réalité, et aujourd'hui qu'il la voit bien, dans un face-à-face ultime avec son adversaire pour la ceinture WBO. Les deux femmes combattent en rouge, Flora Pili est en rouge et en doré, Diana Rodriguez est en rouge et noir, et le combat va pouvoir démarrer dans quelques instants. Il va se jouer en 10 rounds de 2 minutes. Et c'est parti pour ce combat pour un titre WBO intercontinental. Ici à l'Agora de Saint-Avold, la tension est montée d'un cran avec le cérémonial. Et les deux boxeuses vont pouvoir désormais passer aux choses sérieuses en s'observant tout d'abord, en cherchant à jauger la boxe de l'autre. Le combat devrait se libérer au fil des minutes. Un peu plus petite, la vénézuélienne. Donc, et on voit Flora qui boxe très intelligemment, qui prend la distance avec son bras avant gauche. Donc ça va pas être un match facile, je le sens. Diana Rodriguez est plus petite et elle est bien couverte. On voit la garde très haute.
Et Flora a raison d'avancer, de progresser avec son bras avant et une petite série. Pour se mettre en jambes. Vous savez, les rounds chez les féminines, c'est 2 minutes, ça va très vite. Et on ne peut pas perdre trop de temps. Et il reste déjà plus que 40 secondes dans cette reprise, la première. Souvent celle de l'observation, mais désormais... Elle est à l'avantage de Flora parce que c'est elle qui a mené les premières... même si c'est pas passé grand-chose, c'est elle qui reste sur la phase offensive dès le départ. On a vu Diana Rodriguez qui peinait un petit peu à trouver la bonne distance. Elle a envoyé plusieurs coups qui se sont arrêtés à quelques centimètres du visage de Flora Pili. Elle a moins d'amplitude au niveau des bras. C'est l'allonge qui pourra peut-être lui faire défaut. Ça va l'obliger à se rapprocher de Flora et ça permet à Flora de la contrer. Mais c'est propre. Attention. Ça va vite, hein, vitesse de bras. Les deux femmes ont su se donner des coups sur cet échange. Effectivement, contrairement au combat masculin qu'on a vu tout à l'heure en 82 kg, où c'est un petit peu plus lourd, un petit peu plus lent parfois, même si c'était efficace. Et bien dans ces catégories de points inférieurs, et notamment chez les femmes, et bien ça peut aller plus vite, ça pique beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'énergie déployée, la vitesse gestuelle chez les deux filles. Mais Rodriguez n'est pas avare non plus, même si sur cette première reprise, on va la donner à Flora, qui a été un peu plus entreprenante. Qui a peut-être réussi à mettre quelques coups significatifs de plus, même si c'est relativement léger, mais elle semble être à son avantage. Effectivement, ça va être des échanges assez vifs, je pense, entre les deux femmes. On sent que Diana Rodriguez a une grande vitesse. Elle va chercher à l'exploiter au fil des reprises. Elle n'aura pas beaucoup de choix. Il va falloir qu'elle s'approche de Flora Pili et ça va forcément l'obliger à s'exposer. Pour le moment, tout le monde est particulièrement calme dans les deux coins. On les a aperçus sur les différents plans de caméra et ça semble plutôt serein de part et d'autre. Et c'est normal d'ailleurs, puisque après ce premier round, il n'y a pas eu de grands périls à contrer, que ce soit pour une des deux femmes. Le combat est loin d'être joué. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer désormais. Avec cette deuxième reprise, on va en voir déjà un petit peu plus. Déjà, on voit Rodriguez qui recule plus, comme à la première reprise, et qui va essayer de travailler derrière les actions entamées par Flora. Il faut faire attention parce qu'elle va travailler en contre-attaque. Elle est tonique, hein, oui, la vénézuélienne. Ne pas aller à mi-distance, Flora. Il faut rester loin et vigilant parce qu'on a vu cette droite là qui n'est pas arrivée là où elle voulait, mais qui reste. Le travail de la distance va être important. La gestion de la distance, effectivement, ça va être la clé du match. On sent les placements et les déplacements de Flora qui sont faits au millimètre. Et ce gauche qui perce la garde de son adversaire. Et là, une petite droite au corps. Et ça va ouvrir des solutions en travaillant à divers niveaux. Et le public qui répond à cette accélération avec des chants. Flora. Gauche toujours, bras avant gauche qui est une arme déterminante pour elle, pour la distance. Voilà l'enchaînement, il percute. Oui, la droite qui vient sur le visage de la vénézuélienne qui a subi sur cette fin de round. Elle a pris quelques coups nets
qui nous permettent de lui donner l'avantage à Flora. En tout cas, senti les deux combattantes se relâcher un tout petit peu plus, donner plus de coups et tenter plus de choses. Elles ne vont pas rester dans l'observation pendant des heures. On l'a dit, les rounds sont courts, 2 minutes, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se placer, pour chercher à comprendre comment ça va se passer. Il faut à un moment ou à un autre attaquer et c'est ce qui s'est passé. Diana Rodriguez un peu plus offensive, elle a essayé de faire parler sa vitesse et Flora Pili qui a répondu de bonne manière. On l'a dit, il faut qu'elle fasse attention à ne pas trop se mettre à la mi-distance, la distance qui va favoriser son adversaire. Mais il faut tout de même aller chercher des contacts et des coups intéressants. Et pour le moment, c'est elle qui a la gestion de l'espace avec son bras gauche et la contre-attaque. Mais là, je pense que Rodriguez va à un moment donné se rapprocher et essayer d'amener le combat à mi-distance et de près. Et voici le 3e round qui débute. Les deux femmes au centre du ring. Bravo. Mais c'est bien ce doublé du bras avant. C'est peut-être une arme qu'elle devrait un peu plus utiliser. Doubler le bras avant et mettre la droite par derrière. Elle n'a pas trop de solutions. Diana Rodriguez, Diana Rodriguez, parce qu'elle a vraiment un handicap de taille. Elle tourne beaucoup, elle a un petit peu plus voilà, ce travail de buste qu'attendait Flora Pili aussi. Il est nécessaire quand on est obligé de se rapprocher pour toucher, de pouvoir utiliser le buste pour échapper aux coups qui arrivent en retour. Et pour le moment, les offensifs sont à l'avantage de Flora Pili. Ah oui, c'est pas Rodriguez qui entame les actions. Elle attend, elle, en contre-attaque. Et peut-être que c'est pas la peine d'en faire plus, beaucoup plus pour le moment de la part de Flora. Mais attention à la droite, parce que Rodriguez est rapide sur ce bras arrière. Ne jamais reculer devant Rodriguez. Ça, c'est voilà, ça c'est un travail à mettre en place de manière significative parce que oui, bien, elle l'a surprise. Elle le sait, hein, Flora Pili, que cette gestion, elle est importante. Elle-même, elle s'est retrouvée face à des boxeuses plus grandes et elle a réussi à les battre. Elle connaît les bonnes recettes. C'est une fille très intelligente et ça se traduit sur le ring par l'utilisation de cette intelligence au bénéfice de sa boxe. Dans ce 3e round, on a vu Diana Rodriguez peut-être prendre un petit peu plus les devants, en tout cas dans la 2e partie du round. Sur le début du round et Flora est revenue derrière tout de suite. Elle a pris conscience. Mais on l'a vu que dès que Flora recule, elle est pas en danger, mais elle est plus vulnérable. Elle s'expose à des coups supplémentaires, effectivement. Alors, on observe une certaine sérénité hein, dans les deux coins. Ça travaille bien des deux côtés. Ça va jouer à partir de la mi-combat, je pense, où Rodriguez va essayer d'impliquer un peu plus de pression. Et il faudra que Flora ait les moyens physiques de pouvoir résister à cette situation. L'importance de pouvoir contrôler le combat, effectivement. Alors que démarre le 4e round. Les feintes qui se multiplient pour tenter de trouver des failles, ou en tout cas en créer. On a raison de la laisser un petit peu déclencher les actions offensives, Flora, pour pouvoir contre-attaquer, parce qu'elle est devant au score, donc elle n'est pas obligée de trop s'impliquer et de rester garder de la fraîcheur pour la 2e partie du combat. Ça fait partie de la bonne gestion d'un combat, de l'intelligence de combat, c'est de pouvoir gérer quand on se sent en avance pour pouvoir mieux travailler sur la durée.
Attention malgré tout de ne pas rester trop inactive parce que, on l'a dit, hein, 2 minutes ça va vite et les actions offensives de Rodriguez sont... Ça peut coûter des points sur... Ça peut coûter la reprise. Et c'est des rounds qui peuvent coûter cher en fin de combat. Flora qui a déclenché un contre et qui se fait un petit peu reprendre un peu par son coin là parce qu'elle a été offensive au mauvais moment, j'ai l'impression. Elle n'était pas dans le bon timing. Oh, la droite de Rodriguez, je vous l'ai dit, elle va très vite sur son bras arrière droit. On a entendu Pietro Pili lui dire calme, calme, trouve l'ouverture. C'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce combat, c'est de maîtriser les choses, ne pas se précipiter. Voilà. Et c'est une reprise compliquée hein, donc, pour Flora. Elle est moins à son avantage lors de cette reprise. Et ça s'est senti dans l'attitude de son coin qui lui a tout de suite dit attention, c'est pas ce qu'on avait convenu. Il va falloir travailler un peu différemment. Elle a un peu trop subi sur le début du combat, du round, pardon. Et... Actuellement, elle travaille un peu sur son souffle, sur sa respiration dans son coin pour revenir fraîche. De son côté, Diana Rodriguez n'a pas l'air d'être trop soucieuse de ce côté-là. Elle maîtrise elle aussi l'intensité des échanges. Ah, c'est une fille qui a de l'expérience, hein, qui a déjà à son actif plusieurs championnats. Et elle s'est vraiment imprégnée là, des consignes de son coach. On l'a senti très concentrée lors de la pause. Il faut reprendre la marche en avant, Flora, parce que sur cette reprise, on peut considérer qu'elle peut aller à l'adversaire. Elle a pu partir à l'adversaire. La quatrième reprise a pu peut-être être jugée par certains à l'avantage de Diana Rodriguez, la vénézuélienne. Il faut qu'elle mette son bras avant, il faut qu'elle prononce ses actions avec son gauche, avec son bras gauche, pour l'empêcher d'organiser sa boxe. Rapi qui peine à mettre des coups significatifs depuis un moment, la distance. Voilà, c'est bien. Et là, voilà, il suffisait d'en demander finalement. Elle vous a entendu et elle a enchaîné 2 coups, mais il faudrait qu'elle en mette un 3e. Dans le coin de la vénézuélienne, on lui demande de suivre ses actions offensives, de faire pression, parce que c'est le seul salut pour la vénézuélienne. Donc, elle doit forcément avancer. Et oui, mais il faut que Flora... Voilà, c'est bien. La contre-attaque est... Et le travail en compte va être précieux. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et la droite en contre, parfait. Voilà, ça va lui assurer la 5e reprise. Oui, bien, bien. Sachant que Flora n'est pas, c'est pas le punch ou la puissance hein, qui anime sa boxe, c'est plutôt la technique et la justesse de ses coups. C'est peut-être aussi un des points d'opposition avec la vénézuélienne qui compte plusieurs KO à son actif, qui a peut-être une puissance de frappe supplémentaire dont il faut se méfier. Et en tout cas dans cette reprise, Flora Pili l'a peut-être bien mieux géré. Elle a su faire un bon travail avec son bras droit. Elle a su mettre des contres quand il le fallait, faire quelques dégâts. Ça peut peut-être lui adjuger les faveurs des arbitres qui sont placés autour du terrain. Je rappelle, le mode de pointage, hein, c'est un arbitre directeur de combat, 3 juges au pied du ring qui notent chaque round sur 10, 10 au vainqueur, 9 au battu, 8 si ça va au tapis ou s'il y a un avertissement. Donc chaque round est noté sur 10. Et c'est à la fin du combat, si ça va au bout, qu'on fait le décompte des points. Là, j'ai actuellement à mon actif 49 pour Flora et 47
pour la vénézuélienne. Diana Rodriguez. Et on va voir ce que ça raconte dans cette 6e reprise. Il faudrait que Flora fasse le break sur cette reprise. Il y en aura 10 en tout des reprises, mais plus l'écart est créé au niveau du scoring tôt, mieux on se portera du côté du clan Pili. Voilà, c'est bien. Le contre du droit par-dessus la gauche. Parfait. On sent Diana Rodriguez qui a la volonté de se déplacer davantage. Les jambes sont beaucoup plus mobiles là dans, oui, dans ce round. Elle reste dans les intentions et ses coups ne sont pas portés. C'est Flora avec son bras avant qui perturbe et qui prend l'ascendant. Mais il ne faut pas qu'elle recule. Voilà. Latéralement à la rigueur. Déplacements latéraux, mais pas reculer devant Rodriguez. Elle a touché au corps. Allez, il faut enchaîner maintenant. Il faut enchaîner Flora. Il faut l'empêcher de construire ses actions et surtout d'amener cette droite qui est très lisible. Oh, la droite en contre, bravo, félicite. C'est super. Ces droites en contre, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle passe. C'est des gestes purs, c'est pour ça qu'on s'emballe vite. Voilà, un petit uppercut là qui est passé avant le contact. C'est les droites qui sont significatives. Et oui, elle essaye de travailler, elle essaye d'amener le combat de près. Et c'est bien, Flora, elle part latéralement et elle contre. Elle était intelligente parce que là, la volonté de Diana Rodriguez, c'était de l'emmener dans le coin. Un petit déplacement latéral et Flora était déjà loin. L'uppercut n'est pas passé, mais c'est le gauche qui passe. Crochet gauche qui a marqué. Oui. Et le 6e round qui se termine donc sur cet échange. Flora Pili qui a peut-être encore une fois marqué des points. Elle a bien travaillé en contre. Elle a placé des super coups quand il le fallait. Un uppercut par-ci, un crochet du gauche par-là. Et Diana Rodriguez dans son coin qui est en train de se faire un peu embrouer par son entraîneur. Il n'a pas vu ce qu'il avait envie. Pourtant, elle avait marqué des intentions de mouvement au début de la reprise, mais elle n'a pas su les traduire en coups effectifs. C'est pas suffisamment net pour marquer l'esprit des juges. Les coups n'ont pas été effectifs et quand elle a eu l'opportunité de cadrer Flora Pili dans un coin, eh bien Flora Pili s'est rapidement écartée. Elle a su s'enfuir de ce piège et placer de nouveaux coups. Elle travaille parfaitement sur la latéralité, donc elle ne recule pas. Ce qu'elle a fait comme erreur à la 4e reprise, elle part plus sur la sortie d'axe. Ça perturbe Rodriguez qui n'arrive pas à la cadrer. Parce qu'elle a bien les intentions offensives, mais elle n'arrive pas à trouver ses appuis correctement. Et Diana Rodriguez qui se fait un peu secouer dans son coin à la pause. Wow, la droite en contre encore. Qui appuie un peu plus ses coups, mais en appuyant ses coups, elle s'expose au contre. Là, elle vient de prendre une série de 3 droites et un crochet gauche. Ouais, c'est la plus grosse série du combat jusqu'à maintenant. Mais des coups très nets, hein, donc voilà. Elle n'arrive pas à enchaîner ses actions offensives, Rodriguez. Elle avance, mais elle est perdue par les déplacements de Flora. Elle n'arrive pas à résoudre le problème de placement et de déplacement. Voilà. Et ça reprend tout de suite. Là, les deux boxeuses qui se sont retrouvées tête contre tête. Et il y a un coup de tête qui est parti, mais bon, c'était involontaire. C'est aussi lié à la taille qui est inférieure de Rodriguez. Mais là, elle avance un peu trop. Comme elle ne trouve pas ses repères sur les jambes, elle était en avant et l'arbitre vient de lui faire remarquer. Ouais, c'est dangereux hein, ces situations tête en avant parce que les coups de tête ont déjà perturbé de nombreux combats. Ça peut causer des saignements, ça peut créer des situations très défavorables. Là, ça travaille auprès.
Mais les coups significatifs restent pour Flora Pili. Encore une fois là, avec un bon enchaînement. Là, elle a besoin de trouver son deuxième souffle, Flora. Et le ton continue d'être vif dans le coin vénézuélien. Du côté Pili, ça souffle, ça continue à travailler la respiration. On sent bien que là-dessus, c'est peut-être un travail important. C'est de réussir à tenir le souffle jusqu'à la fin du combat, de rester, d'avoir la tête froide en tout cas, de rester dans une bonne composante pour pratiquer cette boxe. On prône depuis le début de la soirée, cette boxe intelligente. L'excellent travail en compte qu'on a vu lors des dernières reprises qui doit continuer. Elle applique des règles qui sont parfaites sur le plan de l'occupation de l'espace du ring. Oui. Le travail latéral et contre, ça permet à la Vénézuélienne de tomber sur ses actions offensives et à Flora de la contrer. Maintenant, les 3 dernières reprises donc, vont être déterminantes, mais même si Flora elle est largement devant au score, il faut s'attendre à ce que Rodriguez... c'est bien passé encore là. Super la contre-attaque parfaite. Et toujours sur cette intelligence tactique de ne pas rester dans l'axe. Il continue d'y avoir du mouvement, mais peu d'attaque significative du côté de la vénézuélienne. C'est contrôlé par la gestion des appuis de Flora qui se met dans de bonnes postures, en bonne posture pour contrer et qui touche avec son bras arrière droit. Alors on lui demande à la vénézuélienne dans le coin de rentrer, de faire la guerre un petit peu, puisque c'est la seule solution. C'est le combat au près qui peut être sa seule solution, d'aller chercher des... Oui, le percute droit en contre, parfait. Voilà, elle est obligée de s'exposer, la vénézuélienne, donc, et Flora la touche systématiquement sur les sorties d'action, bravo. Ouais, elle est avertie pour un coup qui a touché l'arrière de la tête, involontaire encore une fois. Et là, le public qui se réveille, qui encourage Flora Pili. Le combat s'anime forcément, le public qui est nombreux soutient sa championne. C'est bien normal. Il faut que ça continue jusqu'à la fin du combat. Là, ce bras avant qui vient frapper. Et ça en restera là pour ce 8e round. Flora qui semble trouver de plus en plus les ouvertures sur contre. Et ça coïncide avec les coups de plus en plus appuyés de Diana Rodriguez qui vient au près pour frapper, qui veut essayer de marquer les esprits, qui veut essayer de faire des dégâts. Et en conséquence, eh bien, Flora Pili vient mettre des excellents contres. Elle continue à boxer intelligemment. Elle se sait en retard au niveau du pointage, donc elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'avancer, d'aller chercher le combat de près et de fait elle s'expose parce que l'intelligence et la clairvoyance de Flora qui est, malgré qu'on soit au 8e round, est toujours dans un état de fraîcheur remarquable, donc très bien préparée, elle s'expose aux contre-attaques et ça accentue l'écart de pointage. Elle a déjà connu, Flora Pili, des coups de moins bien dans certains combats, des rounds où c'était un petit peu plus difficile pour elle face à des combattantes qui se montraient offensives. Pour le moment, effectivement, il y a eu une reprise où c'était un peu plus compliqué pour elle, mais sans grand dégât, sans grand danger. Et en arrivant dans cette 9e reprise, eh bien, elle semble être toujours fermement devant. Ça va se jouer maintenant. Diana Rodriguez qui se plaint d'un coup qui a été un peu gêné peut-être. J'ai pas très bien vu le coup. Il semblait que c'était le coude, je sais pas ce qui s'est passé. C'est possible que ce soit le coude en appuyant un coup qui est glissé dans le visage. En tout cas, ça a bien repris. Et Flora Pili qui saisit sa chance là, qui a une opportunité dans le coin et qui a mis plusieurs coups.
Mais c'est pas le combat qu'elle doit mener. Son coin la rappelle à l'ordre. Elle a fait un peu le spectacle, mais il ne faut pas le faire de trop manifestement. Son coin tient à rester dans le game plan. Elle va essayer de conclure sur ce round, mais elle veut faire le spectacle pour son public aussi, c'est naturel. Mais si elle suit les consignes de son coin, ça viendra seul aussi. Et là, la Vénézuélienne qui fait un beau cadeau à Flora Pili en n'attaquant pas forcément, puisque Flora Pili a dépensé un peu d'énergie sur son assaut. Elle a pu respirer un petit peu, elle a pu souffler. Je pense que Rodriguez est elle aussi très éprouvée. Elle a pris des coups, elle doit aussi être en train de retrouver ses esprits, c'est certain. Oh, la droite en contre, toujours, elle est parfaite. Elle est sur les rentrées de Rodriguez. Un crochet gauche pour terminer l'action. Et la droite encore. Elle a failli perdre son protège-dents. C'est que la bouche était ouverte et à ce moment-là, ça fait de gros dégâts en général. Ça peut provoquer une fracture de la mâchoire. Eh oui. Et la fin du 9e round. Et Pietro Pili qui a regardé Flora Pili dans les yeux et qui a montré ses 2 pouces en lui disant bien le regard rageur. Il est satisfait de ce qu'il a vu. Même s'il y a eu une petite débauche d'énergie avec la volonté de terminer prématurément le combat lorsque la Vénézuélienne était coincée dans le coin. Il a été satisfait de ce qu'il a vu, Pietro Pili. Du côté vénézuélien, j'ai l'impression que les consignes restent les mêmes. Hein. Il n'y en a pas 50. Hein. Là, il n'y a plus aucune chance, à moins de gagner avant la limite. Il faudrait un miracle pour Diana Rodriguez pour renverser, puisque Pili gagne pratiquement tous les rounds. Elle assure le nécessaire, Flora Pili, dans chaque reprise. Et la Vénézuélienne qui essaye de retrouver ses esprits un petit peu dans le coin. Là, on sent qu'elle a été touchée, notamment par cet échange en fin de round où elle a failli perdre son protège-dents. Et c'est parti pour le moment décisif, cette 10e reprise qui peut faire de Flora Pili championne WBO intercontinentale. Mais je pense qu'au-delà de la ceinture, on a pu se rendre compte qu'elle avait l'intelligence tactique et le niveau pour maintenant passer à l'échelon supérieur encore. À chaque combat, elle franchit un niveau, c'est une évidence, c'est frappant. On a vu encore le coup d'œil, la droite en contre qui est venu s'écraser sur le visage de Rodriguez. La droite encore. Là, ça devient même facile pour elle de toucher la Vénézuélienne. Et Diana Rodriguez qui préserve les apparences avec toujours du mouvement, toujours du tonus, mais les coups ne partent plus et elle ne trouve plus aucune faille, elle n'arrive plus à compenser la distance. Hormis au 4e round où elle a fait un peu illusion, donc il y a une nette domination sur chaque reprise de Flora qui lui assure pratiquement tous les rounds, donc 9 rounds sur 10. Ça continue de travailler. En tous les cas, ça a été un match vivant, disputé parce que la Vénézuélienne, c'est pas l'envie et les intentions offensives qui manquaient, c'est simplement le contrôle et la gestion du combat opéré par Flora. On est dans les 10 dernières secondes désormais. C'est pas le moment de se livrer. L'essentiel est assuré et le public le sait puisque les acclamations commencent à monter. Et derniers petits échanges là, elle a bien encore une fois un bon droit de gauche. Et c'est les bras levés que Flora Pili termine le combat. Elle sait qu'elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le nécessaire. Le combat va être décidé par les 3 juges qui sont autour du ring, mais on célèbre déjà dans le clan Pili. Du côté de Diana Rodriguez, on est plutôt en train de faire le bilan actuellement. Pas de fausses célébrations, on sait qu'il n'y avait pas le nécessaire aujourd'hui.
Non, c'était Flora qui était supérieure en allonge, en taille et surtout en talent. Ah, c'est très clair, on parlait de cette évolution de Flora Pili, combat après combat, qui montre que son niveau continue de grimper. Elle va se mesurer dans les prochaines années certainement à des pointures de sa catégorie. En tout cas, si les juges ont scoré comme nous l'avons fait autour du ring et je n'en fais aucun doute, eh bien, elle va pouvoir repartir avec une ceinture particulièrement prestigieuse. Un vrai point marquant dans cette carrière. Oui, parce que cette ceinture intercontinentale, ça va la faire grimper dans les classements de la VBO, donc déjà, et plus dans les autres fédérations également. On va attendre maintenant la délibération. La ceinture a quitté le nid dans lequel elle était avant le combat au bord du ring pour commencer à rejoindre. C'est le superviseur italien qui va remettre la ceinture. Il essaye d'accéder au ring, il y a les photographes à écarter avant cela. Et elle est belle cette ceinture. On prend le temps d'enlever les gants, de s'hydrater. Et la ceinture qui est présentée au public une nouvelle fois. Rien que ça, on peut être très fier en Moselle, à Saint-Avold, d'avoir pu accueillir un combat pour une ceinture prestigieuse comme cette ceinture-là. C'est un vrai marqueur. Et ça va pouvoir donner envie à toutes les personnes présentes d'aller dans les salles de boxe, de pratiquer, d'aller s'intéresser au combat, d'aller s'intéresser aux boxeurs et aux boxeuses qui sont dans le département, qui sont en France, qui ont de belles choses à montrer eux aussi. Et Flora qui est déjà en train de faire un tour d'honneur. Elle est sûre d'elle. Ce qui est certain, qu'il n'y a aucun doute sur le résultat final, c'est Surtout sur un combat de 10 reprises, ce serait un combat plus court, il y aurait pu avoir le doute sur certaines situations. Là, c'est impossible de douter, considérant la domination qui a été celle de Flora Pili, ce travail en contre qu'elle a fait durant tout le combat, qui a été travaillé intelligemment. C'est un combat très plaisant, très agréable à suivre. Et la décision qui va pouvoir être rendue. Ah, le protocole prend toujours un tout petit peu de temps, d'autant plus quand on a déjà une ferme idée de qui a remporté la rencontre. Tout le monde est en place. L'arbitre s'est saisi, les deux femmes. La ceinture n'est pas très loin. Un petit regard complice entre Flora Pili et le superviseur. Et on va énumérer les résultats des juges. 100 à 90 pour le premier juge. A jugé Flora sur 99 points face à son adversaire 91 points. 99 à 91 pour le second. A jugé Flora avec 100 points face à son adversaire 90 points. Et les émotions pour Flora Pili déjà, puisque Flora est déclarée vainqueur. Et c'est la ceinture WBO intercontinentale qui va rejoindre sa ceinture sous les ovations. Les ovations du public, mais avant tout le fair play. Elle est allée saluer Diana Rodriguez, lever le poing parce qu'elle a livré malgré tout un combat solide. Elle ne s'est pas laissée déstabiliser malgré la différence de taille, malgré l'intelligence de jeu de Flora. Diana Rodriguez s'est battue jusqu'aux dernières secondes. Et voici que la ceinture est désormais à sa place pour la nouvelle championne intercontinentale WBO, Flora Pili. Cette championne, elle est mosellane, elle est française. Elle vient de Saint-Avold, elle est naborienne. Et c'est une vraie fierté. À chaque fois qu'elle réussit à s'imposer ici, elle a su mettre toute la salle debout. Et voici son coin qui rentre sur le ring pour la congratuler. Les célébrations et ces images-là qu'on verra encore longtemps. On verra encore longtemps ces images. Elles vont rester dans le temps parce que c'est toujours très marquant quand on parvient à remporter un titre
quand on parvient à le remporter à la maison et d'autant plus quand on parvient à le remporter avec une telle manière. Avec brio, bien sûr, c'est important, avec intelligence, c'est ça qui fait plaisir. La boxe, c'est un sport violent, qui est considéré comme un sport de combat violent, alors que là, on a vu Flora s'imposer en toute clarté. Wow, vous avez vu, elle a gagné 9 rounds sur 10 et même 10 rounds sur les 10 pour deux des 3 juges. Mais il y a vraiment du talent chez cette fille et de l'humilité, c'est ce qui... Elle a la classe des grands champions. Et dire qu'elle aurait pu ne pas être boxeuse, ça aurait été un vrai gâchis de talent. Elle ne se destinait pas à ça à l'origine. Elle est passée par l'équitation, par différentes disciplines. Son père espérait qu'elle ne se lance pas dans la boxe parce qu'il faut se mettre à sa place. C'est dur pour un papa de voir sa fille rentrer sur un ring, prendre des coups. Mais elle le fait tellement bien, elle le fait avec tellement de brio. Elle a du talent et elle va pouvoir s'adresser au public. On l'écoute. Alors, déjà, je voulais vous remercier du fond du cœur d'être aussi présent ce soir. Merci à tout le public. Vous répondez toujours présent et ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous les sponsors, parce que sans eux aujourd'hui, je pourrais faire des événements comme ça, ni créer une grosse ceinture. Aujourd'hui, on est championne WBO intercontinental. Croyez-moi, c'est un très gros travail. Et puis je suis pas seule, on a tout un staff. On travaille en famille, vous savez très bien. Et je voulais remercier tous les bénévoles aussi de nous aider pour construire cette belle soirée. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez fait ça, mais merci à M. Salvatore Cherki, mon promoteur aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai eu ce combat-là. C'est lui qui cherche les adversaires, c'est lui qui crée les ceintures. Donc merci M. Cherki. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je sais qu'il regarde de la télévision. Ensuite, merci à M. René Steiner, le maire de la ville de Saint-Avold. Grâce à lui, on a pu avoir cette salle aujourd'hui. Normalement, il y a M. Patrick Weiten, président du département. M. Weiten, rejoignez-moi sur le ring, s'il vous plaît. Venez. René Steiner également, venez. Je pense qu'il y a des collègues à moi au conseil départemental. Bonjour. Du coup, les collègues, vous voyez dans notre merci. Monsieur Salvatore Toscanella, président de la communauté d'agglomération. Salut Patrick. Toscanella, venez avec moi. Patrick Weiten qui rentre sur le ring et qui est passé forcément. Salut Dominique Nato, président de la Fédération française de boxe sur le passage, c'est bien naturel. Je vais être obligé de vous abandonner. Merci Dominique de nous avoir accompagnés durant cette soirée, de nous avoir fait l'amitié d'être là. On vous laisse monter sur le ring avec Flora Pili forcément. Collègues, conseillers, vraiment merci à tout le monde d'être présent ce soir. Merci à ma famille de me soutenir, mon staff, mes oncles. Tout le monde, mon mari, mon papa, tout le monde, merci du plus profond de mon cœur. Merci à tout le monde. Et voilà les remerciements de Flora Pili, pleine d'émotion après avoir conquis cette ceinture WBO intercontinentale. Et la soirée qui va continuer, les festivités également. Pour nous, il est malgré tout temps de rendre l'antenne après cette belle soirée de boxe. Nous avons vécu 3 combats professionnels, 3 combats avec des victoires de combattants, en tout cas locaux ou français. Je le rappelle, hein, les résultats, Ira Chaverian qui est arménien mais qui combat pour le club de Forbach qui s'est imposé face à Otto Gamez. Raphaël Moni, français, qui s'est imposé face à l'Argentin Camilo Castagno. Et puis Flora Pili qui a conquis cette ceinture WBO intercontinentale à un niveau probablement qu'on ne pensait jamais atteindre ici sur un gala de boxe à Saint-Avold. Et pourtant elle l'a fait avec la manière. On a eu le plaisir de partager avec vous cette soirée de boxe sur Moselle TV. Merci aux équipes techniques qui ont œuvré en coulisses pour rendre cette soirée possible. On reviendra bien sûr ici à l'Agora de Saint-Avold pour les prochaines échéances de Flora Pili. Elle a encore beaucoup de choses à montrer dans sa carrière. Merci encore de nous avoir suivis derrière votre écran. A très bientôt sur Moselle TV. Quelle fin de match, quelle fin de saison! Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Marianne Lacova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Et gagner chaque point est important.